Et si la clé pour changer de métier, pour changer de vie, ou tout simplement se sentir plus aligné avec soi-même, c'était la préparation mentale. C'est donc le thème de notre épisode du jour avec mon invité, Yann Reynès, qui est lui-même préparateur mental. Et aujourd'hui, on va voir que la préparation mentale, en fait, ça ne concerne pas que les sportifs de haut niveau. On peut tous l'utiliser. Et donc, voilà, on va voir qu'est-ce que c'est que la préparation mentale. On va même discuter de différentes techniques qu'on pourrait chacun utiliser dans notre univers professionnel. Et donc, Yann va nous en parler. Donc, bienvenue Yann, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast. Merci Sylvain pour l'invitation. Je suis également très heureux et fier d'être avec toi aujourd'hui pour présenter donc mon activité notamment de préparateur mental. Ouais, est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais au-delà de juste la préparation mentale? Avec plaisir, bien sûr. Donc déjà, on a un point commun, c'est que tous les deux, on est originaires d'Albi, dans le Tarn. Ouais. Ça, c'est plutôt positif. On est des cathares dans l'âme. J'ai 44 ans, je suis papa de 2 enfants, Roméo et Raphaël. Et aujourd'hui, je suis fondateur de la Grinta, qui est un club de performance qui ramène les valeurs du sport au service de l'entreprise. Et pour ça, j'utilise 3 leviers. Le mental, donc avec la préparation mentale et la méthode Target dont on va parler aujourd'hui. L'analyse comportementale avec la méthode DISC, la méthode des couleurs, qui aujourd'hui a fait ses preuves et encore ce matin, je travaillais dessus avec une organisation. Et tout ce qui est également lié aux techniques managériales et commerciales. Avec en tête une idée claire, c'est que pour faire la différence, c'est l'attitude et le bon état d'esprit qui va vraiment marquer la différence. En tout cas, ça fait un petit moment que j'avais en tête d'inviter un préparateur mental parce que sur la première saison du podcast, j'ai invité une dizaine de personnes qui ont changé de métier. Et en fait, je me suis rendu compte que sans le savoir, de manière un peu inconsciente, ils utilisaient beaucoup de techniques de préparation mentale. Mais ils le faisaient sans le nommer. En fait, il y avait beaucoup, par exemple, de personnes qui faisaient de la visualisation. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait bien d'inviter quelqu'un qui est spécialiste du sujet. Comme ça, il va pouvoir nous donner des techniques qu'on pourra réutiliser. Donc, tu vois, tu t'inscris dans un nouveau cadre d'épisode. Donc là où je vais essayer de faire venir des techniciens. Donc comment toi tu t'es intéressé en fait à la préparation mentale et déjà quel est ton parcours en fait, comme ça on va un peu mieux te comprendre et te connaître. Encore une fois, merci pour cette invitation et de promouvoir cette activité qui est encore à mon sens un peu trop méconnue, mais qui d'ailleurs effectivement quand tu es préparateur mental, bon, t'es pas au-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as aussi des défauts comme tout le monde, mais tu as cherché, on va dire, à travailler sur toi, sur du développement personnel. À la base, ça part de là. Et tu te dis, oui, effectivement, il y a des choses que j'applique dans mon quotidien. Et à travers donc, ces outils de préparation mentale, tu poses des mots, en fait, et tu te dis, voilà, j'ai posé un cadre, un contexte, et ça m'a aidé, donc à ce moment-là, ça m'a aidé à moi, je vais essayer de le retranscrire. Alors, initialement, j'ai toujours été attiré par ça, par ce développement personnel. J'ai fait du sport à plutôt un bon niveau, notamment au rugby. Et il y a des éléments qui sont partis de là aussi. Tu vois, au rugby, moi, à l'époque, je faisais 75 kilos. Dans ma tête, j'en faisais 150. Et je me disais, tiens, comment tu arrives à te transcender autant, de passer au-delà de tes craintes, de tes peurs, quand tu es sur le terrain, alors que même dans la vie de tous les jours, je n'étais pas forcément comme ça. Donc, j'ai eu cette étude, j'ai analysé, j'ai avancé. J'ai toujours été dans des fonctions commerciales ou managériales, beaucoup dans ces domaines, ou notamment dans l'immobilier, tu vois, où là, c'est un vrai sport collectif. Tu rencontres les problèmes d'échange, de relations humaines, d'ascenseur émotionnel, où il te faut apprendre à gérer ton stress. Tu te rends bien compte que tu deviens ton pire ennemi, en fait, que c'est vraiment toi, tu es en concurrence avec toi-même, en fait, pour ta performance. Et donc là-dessus, j'ai cherché à comprendre, à creuser. On l'a évoqué aussi, ce qui a amené à la préparation mentale, c'est que personnellement aussi, j'ai vécu une situation très difficile, une situation de vie où en fait tous les petits, tous les petits challenges du quotidien, ça devenait des grandes montagnes en fait, tu vois, donc on a parlé, un divorce, une séparation, une grosse équipe commerciale à gérer, tous les petits défis du quotidien devenaient des grandes montagnes, et du coup ça a fait l'effet popcorn que j'appelle, où dans le cerveau ça a été trop, voilà, ça a été un trop, et à ce moment-là,
tu n'arrives plus à rien. En fait, tu as l'impression d'être vide, de plus avoir de motivation, tout te gonfle. Le matin, tu n'as pas envie de te lever, tu n'as certainement pas envie d'aller parler avec tes collaborateurs. Enfin voilà. Donc de là, à cette époque, il y avait un ancien joueur de rugby qui était déjà dans une reconversion et qui faisait de la préparation mentale, qui m'a dit, tiens, c'est le moment pour toi potentiellement de découvrir en fait ce qu'est la préparation mentale, les outils et ce que ça peut t'apporter. On a bossé ensemble pendant grosso modo 6 mois et en fait, j'ai retrouvé du sens, parce que c'est vraiment ça, du sens à ma vie en fait. Toi, le métier de préparateur mental, en fait, au départ, quand tu t'es formé, c'était pas pour en faire ton métier. Tu l'as fait pour mieux t'appréhender personnellement et pour que ça te serve et retrouver l'énergie et le sens, comme tu disais, dans ton quotidien. Exactement, c'est-à-dire qu'à la base, c'était par du perso. Et comme déjà, j'intervenais aussi en tant que formateur, il y a eu un peu ce parallèle, voilà, de me dire, tiens, je fais souvent ce parallèle entre le sport et mon activité, notamment commerciale ou managériale. Et en fait, c'est en réfléchissant à ce qu'on va voir tout à l'heure, à finalement ce que sont tes raisons d'être, qui tu es, voilà, qui tu as envie de devenir, où là, je me suis dit, tiens, mais il y a un parallèle à faire entre mon activité à l'époque d'agent immobilier, formateur en immobilier, et la pratique du sport, et de mélanger tout ça, en fait, et de faire des programmes d'accompagnement avec ces notions de préparation mentale. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé aussi dans le fait de t'inviter, c'est que j'ai quand même beaucoup traité dans ce podcast de la reconversion professionnelle. Moi, même si je déteste le mot, hein, moi j'aime bien parler de révélation professionnelle plutôt que de reconversion professionnelle. Et toi, tu as changé plein de fois de métier. Tu es une sorte de phénix. Finalement, tu as été salarié, tu as été entrepreneur. Tu m'as dit que tu étais passé par le burn-out. Donc ça, on l'a vu il y a 2 secondes avec l'effet popcorn dont tu parlais. Tu es aussi passé par le bore-out, tu m'as dit l'autre jour. Donc le bore-out, c'est quand on s'ennuie au travail et que pareil, on ne voit pas de sens, mais c'est pas qu'on en a fait trop, c'est qu'on s'ennuie dans son boulot. Donc tu as un peu tout vécu. Tu as eu la paternité, les divorces, c'est ce condensé qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et je trouvais que ça intéressant, en fait, ces différentes expériences de vie. Hein. Ouais, les expériences de vie aussi, souvent, ce qu'on met en avant, c'est que tu as un style naturel, un style adapté. Tu vois, ça, on en parle beaucoup avec la méthode DISC et l'analyse comportementale. Il y a un sujet aussi, c'est que j'ai été confronté à la perte de proches. Voilà, j'ai perdu mon père dans un premier temps et 20 ans après ma mère. Donc là, ça, c'était assez récent. Et c'est ces faits de vie qui te font vraiment prendre conscience de certaines choses et qui te révèlent encore plus sur qui tu es. Voilà, qui tu es, ce que tu as envie de vivre et de te dire, voilà, je suis là, on est que de passage. Alors, j'aime beaucoup ton approche avec le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, c'est exactement ça, c'est cette notion de se dire, allez, on est là, on est vivant et il faut profiter aussi de chaque jour un peu de manière philosophique en disant, tiens, comme si c'était le dernier, quoi. Et tu me disais, parce qu'encore une fois, si je le ressens sur ce que j'ai fait comme épisode avant sur la reconversion professionnelle, tu me disais, quand on a préparé l'épisode, mes amis, si tu leur demandes, ils te diront, Yann, en fait, on ne se fait pas de soucis pour lui. Même s'il a des galères, on sait qu'il s'en sortira toujours et qu'il trouvera toujours une issue professionnelle pour avancer. Ouais, c'est vrai parce que c'est mes amis, c'est ça souvent ce qu'ils disent, c'est Guy un peu les bons tuyaux dans le sens, je rebondis parce que je me laisse pas abattre en fait. Voilà. Et cette notion, je pense que ce qui ressort le plus, c'est la grinta. Voilà, d'où au fait le terme que j'ai utilisé pour ma structure, mais c'est ce côté de se dire, allez, j'ai la combativité, la détermination, et même si c'est dur, je me dis que je peux y arriver en fait. Voilà. Et que il va y avoir des moments difficiles, mais je vais arriver à les surmonter. Et c'est là où, effectivement, les techniques, par exemple, de visualisation mentale sont très importantes. Ouais, en tout cas, voilà, tu vois, c'est tous ces sujets-là qui m'intéressaient parce que ce qui est bien quand on a un expert, c'est qu'on voit que lui aussi, en fait, il est passé par des moments difficiles, qui ne fait pas la messe à tout le monde et que pour lui, ça a été pas forcément simple et que ça l'est pas forcément encore. Et du coup, donc tu m'avais dit que tu t'étais formé à la préparation mentale en 2017. Donc là, on est en 2025, ça va faire bientôt 10 ans que tu l'as fait. Donc tu as un petit peu expliqué au démarrage
pourquoi tu t'étais intéressé. Tu peux me développer sur ce thème-là ou pas? Oui, alors déjà pour aller un peu plus loin aussi, c'est cette notion d'audace, hein, tu vois. On parle parfois d'opportunité, mais avec un terme qui peut être calvaudé. Bien sûr que la vie, elle est faite d'opportunités, qu'il faut savoir les saisir. Il faut être audacieux. Audacieux, ça rejoint le terme de ton podcast, c'est oser faire les choses, en fait. Si tu osais, et d'ailleurs, ben, tu vois, initialement, c'est parti de là aussi, ça, je t'en ai fait part. Quand tu m'as demandé pourquoi la préparation mentale, c'est parce que aussi j'ai toujours en tête ce souvenir quand j'étais donc dans ma formation initiale à la banque où j'avais cette personne qui était un peu au placard. On parlera du bore-out, du placard en fait, où tu n'as plus trop de défis et tu es dans ton truc, tu sais pas trop réellement ce que tu fais là. Et cette personne qui me disait, ouais, si j'avais su. Et avec ce si j'avais su, ça a trotté dans ma tête, ça a fait un effet. Waouh, et je me suis dit, ah, c'est surtout ce qu'il faut pas que j'arrive en fait à me dire. À ce moment-là, j'avais 20 ans. Je me disais, quand j'aurai 40 ans, il faut pas que j'ai ça en tête en fait, de me dire si j'avais su. Voilà. Donc j'ai rebondi et je me suis dit, allez, je vais travailler sur moi, je vais mettre en place des choses avec des objectifs pour construire en fait. Et toi, tu savais aussi, tu m'avais dit, à 40 ans, je m'imaginais être une certaine type de personne. En fait, donc 10-15 ans avant, en fait, déjà, tu t'étais projeté sur celui que tu voulais être. C'est bien ça? C'est ça. En fait, je pense que, bon, tu sais, on est à Toulouse. Il y a Big Flo et Oli qui en parle très bien hein, avec le côté visionnaire en disant que tout commence par un rêve. Et je pense qu'il y a cette notion de rêve qui est importante aussi. Il faut jamais s'interdire de rêver. Voilà, au contraire, il faut se dire, tiens, moi, j'aimerais bien aller vers ça parce que, en gros, c'est viser la Lune, quoi. Et tu auras peut-être pas la Lune, mais en tout cas, tu auras mis la destination vers ce cap-là, quoi. Du coup, tu t'interdis pas de rêver, mais tu t'interdis pas surtout de réaliser tes rêves. Exactement, c'est ça, c'est derrière de dire, ben voilà, en fait, si, je pense qu'il faut rester humble dans tes capacités, en fait, parce qu'on n'est pas capable de tout, quelque part. Voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités mentales ou cognitives, parce que c'est ça. Et il faut rester aligné avec qui on est, avec nos compétences, mais ben, là-dedans, c'est de se dire, ben, si je me donne les moyens, finalement, je peux y arriver. Et tu m'as dit, ouais, moi, je visualise ma réussite future. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que c'est que la réussite, déjà? J'imagine que chacun a sa définition. Ouais. Et comment on se projette dessus? En fait, sa réussite, elle est intrinsèque. C'est intrinsèque, pardon. C'est toi. Qu'est-ce que tu as envie? Donc, on verra tout à l'heure les exercices. Mais déjà, la première chose, le tips que je peux donner, c'est juste de se poser et à tes auditeurs, leur dire, voilà, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'anime déjà dans ton quotidien? Moi, c'est ce qu'on appelle les raisons d'être. J'ai encore le travail fait ce matin. C'est, je me lève tous les jours. Pourquoi finalement? C'est quoi mon but? C'est quoi le sens que je donne à ma vie? Alors, ouais, des raisons d'être, si on doit donner des exemples, ben, généralement, c'est ta famille, hein, la famille numéro un, celle que tu crées toi. Tu peux avoir la famille numéro 2 entre guillemets, c'est-à-dire tes parents, ton frère, ta sœur, tes cousins. Tu vas avoir très rapidement aussi dans tes raisons d'être ben, ton travail, au final, parce que c'est là où on voit que, tu vois, burn-out, bore-out, on verra tout à l'heure les définitions un peu plus précises, mais si tu fais un métier qui ne te passionne pas ou qui ne te donne pas de sens, ça va être compliqué. Pour autant, si tu fais quelque chose qui te plaît, ben, ou tu as du plaisir, ça va t'aider dans ton quotidien. Tu as tes amis. Moi, je sais que j'ai le sport aussi, que je continue régulièrement. Les voyages, ça te fait grandir aussi, d'aller te confronter à des différences culturelles aussi. Ça permet de remettre un peu l'église au centre du village parfois aussi, tu vois, ça fait du bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, moi aussi, tout ce qui est lié, tu vois, dans tes raisons d'être, du plaisir, un développement personnel. Ouais. En tout cas, bah là, du coup, tu as donné une des premières techniques qu'on avait évoquées, donc celle des motivations, identifier ses motivations intrinsèques. Moi, j'ai lu une citation de Steve Jobs qui m'a beaucoup plu. Il disait si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais là actuellement? Ouais, c'est ça, d'être aligné finalement. Alors bien sûr, après, tu peux te mettre là, tu peux partir loin dans les rêves. Tu vois, tu peux te dire, bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais ci, si j'avais ça. Bon, vivre chaque jour pleinement, ça, c'est déjà une première victoire, effectivement, d'arriver à se dire, bah, déjà, je fais ce que j'aime. Aujourd'hui, clairement, j'ai une motivation à faire ce que je fais. Et tu vois, l'expression
je me lève avec détermination et je me couche avec satisfaction. Voilà, déjà, quand tu arrives à faire ça tous les jours, c'est déjà pas mal. Oui, puis il y a le fameux dicton qui dit trouve un métier qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler un seul jour dans ta vie. Exactement. C'est Bon, ça, après, la sensation de travailler. Bon, c'est pas tout le monde qui peut y arriver, mais non, c'est pas forcément facile, mais pour le coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit sur les premiers podcasts que j'ai eu, mais moi, j'ai pas de passion, je sais pas du tout ce qui m'intéresse, en fait, et c'est le premier travail pour beaucoup, il est là, en fait. C'est faire ce travail d'identification de qu'est-ce qui nous motive véritablement, et peut-être faire la balance ou le parallèle entre ben, à quoi je passe mon temps en ce moment, comment je répartis mon temps et qu'est-ce qui m'anime et est-ce que je fais vraiment ce que j'aime faire. Je ne sais pas si c'est un exercice que tu fais faire à tes... Exactement, c'est ça. Mais en fait, le développement personnel, la préparation mentale, c'est à un moment donné un stop qui te permet de dire, allez, je me calme, je me recentre sur moi-même et je prends un peu de hauteur face à la situation. Voilà, donc ça veut dire, ben là aussi, encore une fois, je vais regarder qu'est-ce qui me plaît. Alors oui, il y a des gens, quand tu leur poses la question, ils ne savent pas te dire, en fait. Ils ne savent pas par quoi réellement ils sont animés. Donc là, tu vas chercher à dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu pourrais parler pendant plusieurs minutes d'un sujet qui te plaît, en tout cas, qui te passionne. Voilà. Qu'est-ce qui t'enthousiasme, en fait. Voilà, dans lequel tu as de l'enthousiasme à communiquer dessus. Voilà, ça, c'est déjà une première étape. Et c'est forcément ce qui va guider la suite. Mais il y a cette première étape, toujours, de se poser un peu, tu vois, de se calmer et de se recentrer sur soi-même. Donc finalement, c'est assez philosophique. Ça a l'air assez conceptuel comme ça, mais c'est juste essentiel. En fait, ce travail-là, on devrait tous le faire. Depuis le plus jeune âge, c'est surtout ça aussi. Il y a cette notion de très tôt. Plus tu commences tôt à travailler sur ton développement de tes capacités mentales et cognitives d'ailleurs, puisque ça va avec, et plus rapidement tu arrives à maîtriser des états, à faire des switches émotionnels, à passer sur la perception que les gens peuvent avoir de toi, tout ça, tu vois, les peurs de ne pas y arriver. Plus tu travailles tôt, on vit avec des ancrages de notre... Ouais, ça, on va le voir après. On va retravailler sur ces croyances limitantes et sur l'héritage qu'on a on est le fruit des histoires de nos parents et de nos grands-parents, potentiellement. Exactement. Et donc, on subit ces barrières psychologiques. Mais du coup, j'avais vu, il me semble avoir discuté avec un neuropsychologue qui me disait que les motivations intrinsèques, en fait, on doit en avoir une ou deux chacun, si j'ai bien compris. Et en gros, celles-ci, elles sont stables toute la vie ou est-ce qu'elles peuvent évoluer? Parce que bon, c'est pas facile à 15, 17 ans, 20 ans, même des fois 30 ans de bien se connaître et de savoir qu'est-ce qui nous motive vraiment. Ouais, alors après, les motivations, tu peux en avoir, à mon sens, plus que ça. Peut-être pas des dizaines, mais tu peux en avoir au fur et à mesure qui arrivent, en fait. Quand tu es jeune, tu n'as pas les mêmes priorités de vie. Donc, tes priorités de vie, elles arrivent aussi en fonction de tes responsabilités. Tu vois, la parentalité, ça te fait quand même changer complètement ta perception de la vie, en fait. Tu vas avoir des échanges amicaux qui vont évoluer. Tu vas avoir peut-être l'envie de voyager parce que tu auras les capacités de voyager aussi. Tu vois, initialement, tu peux avoir envie. Après, il y a vouloir, pouvoir. Tu sais, il y a cette notion aussi qui va rentrer en ligne de compte. Mais en tout cas, si tu fais un focus déjà sur effectivement 4-5 motivations intrinsèques, ça, c'est déjà bien, en fait, c'est déjà beaucoup. Quand est-ce qu'il faut le faire? Alors, ce travail, est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Est-ce qu'il faut le faire tous les 5 ans, tous les 10 ans? Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut attendre le burn-out, le bore-out? Est-ce qu'il faut attendre de se faire chier au travail ou de ne plus être aligné avec ce qu'on fait pour le faire? Ou qu'est-ce que tu conseilles, en fait? C'est comme tout, si tu arrives à un bout de course, c'est déjà trop tard, en fait. Donc, l'idée, c'est de le pratiquer de manière très régulière. C'est pour ça qu'on voit dans les entreprises où on fait de plus en plus appel à des professionnels de la santé mentale. Voilà, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement et ne pas attendre justement d'aller vers un excès qui soit sur la surpression ou la sous-pression. Voilà. Parce que le burn-out, par définition, il arrive via une surpression liée notamment au travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas géré à un moment donné son stress, on s'est laissé prendre. Versus donc aujourd'hui le burn-out reconnu par l'OMS, chose qui va arriver aussi très rapidement, c'est le bore-out. Alors bore-out en anglais, boring, c'est je m'ennuie. Donc là à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un stress,
mais qui est lié au manque de sens que je donne à mon quotidien. Je suis dans un boulot, mais au final, je suis là, je sais pas pourquoi. Ça me plaît pas vraiment. J'ai pas vraiment d'intérêt. Il y a une absence totale de défi. Voilà, j'ai rien qui m'anime réellement. Ben là, je m'ennuie. Et là aussi, c'est trop tard, en fait, quand tu arrives là. Et tu reçois des clients qui sont dans ce profil-là? De plus en plus. Voilà, depuis 2020, depuis le Covid, où les gens, finalement, ont pris un peu le temps, comme je disais, de penser à eux, de réfléchir, de se dire, tiens, oui, ça peut paraître philosophique au départ, de réflechir à des situations concrètes, mais aussi parfois qui nous dépassent un peu. Donc là, les gens te disent, ben en fait, je trouve pas de sens. Euh, et là, tu fais le point, mais avec ta famille, et c'est là, bon, de manière un peu humoristique, mais les gens disaient, mais moi, en fait, mon mari ou ma femme me casse la tête, mon boulot, je sais même pas pourquoi je fais ça. Les amis, ben, j'en ai plus vraiment beaucoup, je prends pas le temps de les voir. Des activités pour moi, j'en ai pas. Et puis d'un coup, tu vois, là, on s'est posé, on a pris de la hauteur parce qu'on avait du temps, hein, parce qu'il y a cette perception, hein, encore là aussi, du temps qui nous suit tout au long de notre vie. Et de se dire, bon, ben, en fait, il va falloir que peut-être je prenne un peu le taureau par les cornes et que je me dise, bon, il est temps d'affronter la vie avec une approche un peu différente. Voilà, donc oui, on reçoit de plus en plus. C'est pour ça que je dis, là, c'est un sujet qui arrive à plein fer, là. Ah, mais j'ai lu, alors, je sais plus si c'est ce matin ou hier matin, que bon, déjà, les arrêts de travail cette année explosent en 2025. Ouais. Et 25% d'entre eux, ce sont des arrêts de travail qui sont liés à des problèmes de santé psychologique, en Ouais. fait, donc liés à la santé mentale. Et c'est pour ça que c'était le gros chemin de bataille des DRH dans les entreprises, c'est la santé mentale, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'accompagne donc les dirigeants et leurs équipes. Et en fait, ce que je constate aussi, c'est l'écart qui se creuse entre les dirigeants et les collaborateurs. Et là-dedans, il y a un manque, encore une fois, d'alignement, voilà, entre le patron qui, lui, a une vision claire de ce qu'il veut et là où il veut aller, et le collaborateur qui suit, mais sans parfois savoir réellement quelle est la contribution que lui, il amène à ça. Parce que le patron, sans les collaborateurs, il n'existe pas non plus, en fait. Tu vois, il y a une alchimie qui se crée entre les deux. Mais en ce moment, effectivement, c'est lié aussi à la conjoncture, à tout ce qui se passe, à tous les doutes qu'on peut avoir. Mais ça crée de l'éloignement, ouais, de l'incompréhension, en fait. Et tu vas aussi pouvoir éclaircir un point que j'ai, moi, sur le burn-out. En fait, j'ai cru lire que le burn-out, c'était souvent des personnes en fait, qui étaient justement hyper engagées, hyper motivées, hyper passionnées. Donc en fait, est-ce que quand on va pousser quelqu'un à trouver ses vraies motivations intrinsèques, donc il va être hyper animé par ce qu'il fait, est-ce que justement, c'est pas le pousser vers le burn-out? Alors là, c'est peut-être un peu dur, l'approche que tu donnes, mais en tout cas, c'est ça là. C'est sûr que le burn-out, c'est aussi à des personnes qui sont, comme je dis, moi j'aime bien ce terme, qui sont câblées en fait. C'est pas que des personnes qui manquent de sens qui vont vers le burn-out. Au contraire, effectivement, parfois parce qu'il y a une grosse prise de conscience, tu vas vers le burn-out. Mais ce qui fait aller vers le burn-out, c'est que tu t'es pas mis une limite à un moment donné dans cette notion de stress, peut-être d'implication. Quelqu'un qui est exigeant avec lui-même, il va être exigeant aussi avec, par exemple, ses collaborateurs, son équipe, ses collègues de travail. Et à un moment donné, ça va prendre le pas, en fait. Et du coup, tu vas partir dans une zone de surpression où tu maîtrises plus, en fait. Et c'est là où, oui, effectivement, il faut faire attention parce que ce que tu veux dire peut-être, c'est que quand tu veux vraiment trop maîtriser, c'est là où tu vas rentrer dans cette zone difficile, en fait. Alors, même au-delà de ça, alors je donne l'exemple, c'est mon exemple, je le vois cette année, ces derniers temps. Moi, j'ai une philosophie de vie qui est bien ancrée, où je connais bien mes motivations personnelles, je sais ce qui m'anime et ce qui me rend heureux. Mon problème à moi, c'est que, et tu l'as dit au tout début, je suis mon propre ennemi, c'est qu'il y a trop de choses qui me plaisent, en fait. Il y a trop de choses qui m'excitent, et quand je suis dedans, en fait, j'ai envie de tout faire. Et j'ai une sorte de frénésie, comme un drogué, tu vois, qui a besoin de faire plein de projets en même temps, parce qu'il y a trop de choses je suis trop curieux, je crois. Et quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de la mettre à bien, de la réaliser. Donc, tu vois, c'est en ce sens que finalement, tu vois, quelqu'un qui a trop identifié ses motivations, mais en fait, le champ des possibles il est tellement large en fait que tu as envie de tout faire, quoi. Moi, limite, je pourrais ne plus dormir pour Ouais. faire tous mes trucs, tu vois. Moi, je sais pas Ça, ce c'est que un tu peu fais. le côté hyperactif qui Exactement, ressort, ouais. effectivement. Mais le côté hyperactif, ça veut dire que finalement, tu en fais peut-être trop. Et quand Exactement. on en fait trop, tu connais l'expression, quand tu vas être partout, tu es nulle part, en fait. Et c'est là où, encore une fois, peut-être se calmer, se dire, ah, tu vois, moi aussi, j'ai une tendance,
souvent je dis, si j'étais payé au nombre d'idées que j'ai, je serais multimillionnaire. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais à un moment donné, il faut arriver à se calmer, à se canaliser. Parfois, c'est difficile. Tu vois, même moi, le premier, je suis un peu comme toi, avoir envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui me plaisent. J'ai envie de croquer la vie et tout ce qu'il peut y avoir comme connaissances, comme compétences à développer. Mais c'est là où il faut apprendre à se canaliser et à se dire, OK, là-dedans, j'ai compris un truc, c'est le stress, comment il fonctionne. C'est une question de perception. Ta perception de la difficulté de la tâche à réaliser versus la perception de tes propres ressources pour arriver à réaliser cette tâche. Donc, si tu te mets une tâche trop importante, un objectif trop élevé, trop de choses, comme tu dis, ben à un moment donné, notre cerveau, il va faire un levier inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance naturelle à réduire ses capacités, ses compétences. Et donc, cet écart que tu vas creuser, c'est ça qu'on appelle vraiment le stress. Et ce stress négatif. Par contre, si tu te dis, d'accord, j'ai envie d'aller là-haut, je vais faire en sorte de mettre des paliers. Et du coup, en mettant des paliers pour atteindre ton objectif, tu vas avancer step by step. Donc, tu vois, pas à pas vers le but final, ton cap, d'accord? Mais tu acceptes d'y aller avec des étapes. Et donc, tu vas monter tes compétences en fonction de ces étapes. D'accord? Tu ne vas pas réduire, tu vas t'aligner et tu vas augmenter avec. Et c'est ce qui va faire que tu ne bascules pas dans cette zone de surpression. Tu vas y aller un peu piano, quoi. Voilà. Et pour conclure sur la partie, donc cette technique de trouver ses motivations intrinsèques, donc déjà, tu as donné quelques éléments pour que chacun puisse y arriver. Mais tu m'avais dit, l'important, en fait, vraiment, c'est de savoir qui je suis. Et c'est d'arriver à identifier ça, en fait. Qui je suis et qui j'ai envie d'être. C'est ça, le sujet. En fait, pour moi, voilà, le développement personnel, la préparation mentale, c'est qui je suis aujourd'hui, apprendre à se connaître, qui j'ai envie d'être demain, et là-dedans, comment j'ai envie d'être perçu, en fait. Comment j'ai envie d'évoluer dans ce schéma-là, en fait. Donc, bien sûr que la première des choses, c'est de se connaître soi, en fait. Et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Comme ça permet de construire le chemin, comme tu l'as dit, avec des étapes. Exactement. Un chemin qui va être guidé par ton envie majeure, en fait. Et donc, si je fais la transition sur une seconde technique ou un second sujet, parce que tu as parlé des compétences qu'il fallait avoir, il y en a un, on s'était dit, il faut qu'on... Un des premiers sujets, un des premiers exercices que tu fais avec tes clients, tu me disais que c'était évoquer la notion de chance. Comment on définissait la chance? Je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, d'ailleurs, bon, je salue Christian Target, le fondateur de la méthode Target, hein, parce qu'il a 85 ans et quelques, et il vit à Nice, il est toujours là, et c'est lui qui nous a enseigné cette méthode. Et moi, j'aime, parce que par définition, une méthode, c'est une stratégie qui a réussi, donc j'aime m'appuyer aussi sur des outils qui ont déjà été éprouvés par le passé, avec notamment le milieu sportif. Cet exercice des 8 jalons, c'est juste un échange et de définir certains mots, certains verbes, et notamment celui-là de la notion de chance. Voilà. Alors nous, pour aller titiller un peu, on va exprimer le fait que la chance, elle n'existe pas. Voilà, la chance, elle sourit aux audacieux. Et souvent, on parle par exemple de la chance du débutant. La chance du débutant, c'est qu'en fait, la personne, elle n'a pas mis de barrière à ce qu'elle pouvait faire. Donc finalement, elle a réussi parce qu'elle était dans sa tête, sans contrainte, sans entrave, sans poids d'une croyance limitante et de ce saboteur qui arrive. Donc, ouais, effectivement, ça fait partie d'un exercice de se dire, voilà, comment je définis la chance, qu'est-ce que j'y mets en face. Donc, en gros, l'idée générale à la fin, c'est de dire que la chance, ça n'existe pas vraiment. Et je crois que je me souviens d'Oprah Winfrey, qui est quand même une présentatrice iconique aux États-Unis, elle dit je crois farouchement à la chance, plus je travaille, plus elle me sourit. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est en fait parce que tu rentres dans l'action que tu as de la chance. Si tu fais rien, il ne se passe rien. Et même philosophiquement, alors après Oprah Winfrey, je passe à opposer, je vais chez Sénèque, donc un philosophe grec, qui disait, lui, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc ça veut dire que tu t'es vraiment préparé et qu'à un moment donné, tu as une opportunité qui arrive, bah forcément, tu vas la saisir. Exactement, c'est ce qui définit la confiance. Hein, c'est cette notion de se dire, effectivement, j'ai mis en œuvre des choses pour y arriver.
Et pour finir sur cette technique-là, j'ai lu cette année une étude. Là, alors j'ai oublié le nom l'auteur, il m'excusera, et d'ailleurs je le taguerai sur LinkedIn parce que je voulais l'inviter. C'est un professeur dans une université qui a fait une étude et qui a montré qu'en fait la chance en 2025, c'est devenu une compétence. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut savoir travailler la chance. Donc c'est du travail, ça ne vient pas comme ça. Et du coup, la chance, elle n'est pas liée au hasard, elle est liée énormément à la préparation, et ça fait partie des compétences mentales qu'il faut clairement avoir maintenant, quoi. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que dans la confiance, il y a la notion de préparation. Plus tu es préparé, plus tu vas avoir de la confiance en fait. Donc bien anticiper les choses, se préparer notamment mentalement à des objectifs sur lesquels tu vas te positionner. Là aussi, je crois qu'on y reviendra sur la notion d'objectif. Ouais, ben en tout cas, déjà, on a deux techniques. La première technique, c'était le fait de définir ses motivations intrinsèques, et deux, se rendre compte qu'il n'y aura pas d'effet de chance. En fait, il peut y avoir des opportunités, mais l'opportunité, elle se crée et que donc elle se travaille. Donc, si on fait l'un dans l'autre et qu'on reprend ce que toi, tu nous as donné comme technique, si j'ai identifié mes motivations intrinsèques, que je sais qui je suis, où est-ce que je veux aller, donc déjà, je me suis un peu projeté et je me suis donné un chemin. Donc, je me suis mis en action et j'ai enclenché le mouvement. Donc, c'est là que clairement les opportunités vont arriver et que donc la chance va nous sourire. C'est un peu ça? Exactement, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, chez Target aussi, on a un modèle de performance mentale avec différents blocs, tu vois, qui font des liaisons systémiques. Et tu as plusieurs niveaux. T'as le premier niveau, c'est quand tu rentres dans l'action, finalement. Et quand tu rentres dans l'action, tu actives l'énergie, les émotions. Ça marche ensemble. Tu vois, exemple concret, tu as les enfants, tu as fait un peu une soirée agitée, on va dire. Tu t'es pas couché tôt. Le lendemain matin, tu dois te lever tôt. Les enfants, eux, ils ont gardé leur même rythme, mais toi, tu es fatigué. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir plus facilement tendance à te mettre en colère. D'accord? Donc, on voit bien que la fatigue, par exemple, peut directement impacter sur nos émotions. Donc, ça, tu as compris que dans l'activation de l'action, tu as l'énergie, tu as les émotions. D'accord? Ça va fonctionner ensemble. Tu as un deuxième niveau qui est sur l'estime de soi, donc ce qu'on vient d'évoquer, bien se connaître, se positionner sur ses raisons d'être, qu'est-ce qui m'anime réellement. Et de là, tu vas équilibrer avec une vision de tes objectifs, ta motivation en fait. Tu vois, la motivation, c'est une direction, où est-ce que je veux aller, c'est de l'intensité dans cette motivation et de la persistance, parce que je vais faire aussi des choix en fonction de. Tu passes encore une étape et tu vas être dans cette notion de concentration. Concentration, passé, présent, futur. Concentration sur le passé, c'est finalement arriver à juste mettre un coup d'œil dans le rétro, regarder comment tu as agi et te corriger, notamment mentalement là-dessus. Ça, c'est plutôt de l'imagerie mentale. Tu vois, tu reviens avec une position où tu es dissocié par rapport à la situation. Tu te vois en fait en train de faire et tu peux te corriger. Il y a aussi cette notion de concentration sur le futur. Ça, c'est ce qu'on va évoquer, c'est-à-dire la notion vraiment de motivation où là, tu visualises ta réussite. Donc, tu visualises ton plaisir quelque part. Tout ça, ça te permet d'être ancré dans l'instant présent. La notion de fluidité. Le flow, comme on aime à le dire et à en parler, dans le sport notamment, qui arrive de la même manière dans l'entreprise, c'est la concentration sur l'instant présent. Et un étage au-dessus, c'est la communication, ton leadership, ton empathie et tout ce qui va aller avec dans tes relations interpersonnelles. Donc, on voit bien que c'est tout ce schéma-là qui va créer notamment donc, de la confiance et qui va te permettre d'être bien, en fait. Voilà. On va conjuguer tous les temps, hein. Là, le passé, le présent, le futur. Du coup, le futur, on va le voir avec la technique de la visualisation, hein, sans spoiler. Le présent avec le flow, on va aussi un petit peu en parler à un moment donné. Mais du coup, tu as évoqué aussi le passé. Et faire un retour dans le passé, on l'a évoqué 2 fois depuis le démarrage. Et on a parlé des croyances limitantes. Et en fait, je pense que ça, c'est un vrai sujet parce que pour enclencher l'action, des fois, il y a l'envie. Et aussi, des fois, on se dit qu'on n'est pas capable pour X raisons. Et on s'est enfermé dans des choses qu'on nous a mis dans la tête potentiellement ou qu'on s'est mis tout seul dans la tête au démarrage. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet pour tes clients? Exactement. Mais encore ce matin, tu vois, sur le coaching, c'est de se dire, mais pourquoi je ne serais pas capable, en fait? Analyse juste le truc, parce que quand tu as compris la définition là, que j'ai donnée tout à l'heure du stress, cette notion de perception. La perception de la difficulté de la tâche versus la perception de mes compétences, donc de mes capacités pour arriver à y résoudre. Et souvent, en fait, le cerveau, il marche comme ça. On travaille avec 2 émotions majeures, la peur, la joie.
La peur, c'est depuis tout petit et ça nous garde, ça reste avec nous toute une vie. Il faut arriver à travailler dessus. Elle est là aussi pour nous protéger. Donc, notre cerveau, à cause, entre guillemets, de la peur, va générer des phrases négatives, des croyances limitantes, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être capable, que ce soit sur plusieurs niveaux, d'accord? Mais c'est déjà d'accepter ça. Accepter que notre cerveau, il produit ça, d'accord? Pour derrière, arriver à dire, OK, j'accepte que ça soit ça, mais par contre, c'est pas l'état que je souhaite. Parce que moi, je veux être dans quelque chose où je sais que je vais y arriver. Donc, je vais faire un switch émotionnel. J'accepte cette phrase. Peut-être on peut donner un petit tip aussi, c'est de dire, tiens, tu vois, cette phrase négative là que j'entends, juste quand je l'entends déjà, elle résonne pas bien, elle résonne pas bien dans mes oreilles, d'accord? Donc je la mets dans un ballon, je la vois moche, et ce ballon là, je vais le prendre, je vais taper très fort dedans. Je vais le faire partir jusqu'à ce que je ne le vois plus dans mon décor, et que là arrive à la place un ballon très lumineux, scintillant, avec une phrase qui me porte, qui me dit, je suis capable, je vais y arriver, j'ai les compétences. Et là-dessus, tac, tu crées déjà un switch émotionnel. Et d'ailleurs, je mettrai une vidéo en commentaire de ce podcast là, sur YouTube, une vidéo qui illustre parfaitement ce que c'est qu'une croyance limitante. J'ai vu une vidéo d'un éléphant, d'un éléphanto qui était attaché avec une sorte de menotte en fait, pour éléphant quand il était tout petit. Et donc, forcément, quand il veut bouger, il n'arrive pas à bouger parce qu'il est bloqué. Et en fait, ce grand éléphant qui a la vie et qui pèse plusieurs tonnes, il a toujours cette chaîne qui est attachée, mais en fait, il suffit qu'il bouge et il le défonce. Et c'est ce qu'on voit à un moment donné, il se rend compte qu'il peut tout casser, et c'est ce qu'il fait, il casse tout. Et donc, en fait, la chaîne qu'il avait depuis qu'il était petit, il s'est rendu compte que soit il disait qu'il restait attaché, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, parce que c'était comme ça qu'on lui avait mis en tête, mais que s'il prenait conscience de sa force, en fait, il cassait tout. Mais la métaphore, elle est parfaite par rapport à la notion de préparation mentale. C'est-à-dire que quand tu accompagnes les gens, moi, c'est ce que je leur dis, je suis pas un gourou, hein, on va trouver une solution ensemble, mais la solution, elle est en toi, en fait, au final. Donc, tu te poses, tu t'arrêtes et tu comprends que finalement, l'ancrage que tu as de je vais pas y arriver, c'est souvent quelqu'un qui te l'a mis, en fait. Enfin, tu vois, c'est l'environnement qui t'a positionné dessus. Mais toi, au fond de toi, tu sais que tu es capable. Et tu vas aller chercher, justement, à faire sauter ce verrou pour te dire, mais en fait, pourquoi lui, il y arrive, il a deux bras, deux jambes comme moi, enfin, dans le sens, il est en capacité, et je peux y arriver de la même manière. Donc, allez, je me positionne, je sais qui je suis, et je vais avancer dans ce sens. Et du coup, je vais faire sauter une croyance, et là, à l'occurrence, ce tout petit truc qui tient un animal qui, lui, pèse plusieurs tonnes et qui est largement capable de tout défoncer, en fait. Ouais, et ça marche sur les meilleurs. En me renseignant un petit peu en travaillant cet épisode, j'ai vu que ça m'a surpris Roger Federer. Roger Federer, on se dit, le mec le plus calme au monde. En fait, quand il était jusqu'à ses 20 ans, je crois, il n'arrivait pas à se concentrer. Il avait beaucoup de mal à avoir de la concentration. Il avait beaucoup de frustration aussi. Et sur le terrain, des fois, il pétait des raquettes. Tu vois, tu te dis, ce mec-là, comment lui, il est passé par là? Et en fait, un jour, il a pris conscience qu'il avait cette difficulté-là. Donc, il s'entourait d'un coach, un préparateur mental. Et il a réussi à travailler dessus. Ça a fait la tête que c'est devenu. Donc, en fait, quand même, je veux dire, c'est le mec le plus concentré au monde. Il est obligé d'avoir un instant présent très fort pour que chaque point soit un nouveau point. Et il a duré, en fait, ça avait l'air d'être le mec le plus impassible au monde, alors qu'en fait, à la base, le gars, il avait du mal à se concentrer et était souvent frustré. Oui, c'est ça, ça reprend là ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu as des ancrages qui remontent à ton plus jeune âge, en fait. Voilà. Et qu'il faut arriver à déconstruire pour reconstruire par-dessus. Donc, on parlait donc ça, c'est le passé. Donc, regarder vers le passé. Alors, soit on switch vers le futur, soit en parlant de la visualisation, soit on parle du moment présent, et on peut peut-être commencer par celui-ci. Toi, tu me disais que si tu devais retenir une seule technique, enfin, celle qui, toi, t'a le plus marqué, c'était la respiration. Ouais, la sophrologie, c'est un outil très, très puissant, voilà, qu'on devrait arriver à maîtriser très tôt. À prendre conscience juste de sa respiration. C'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement, mais on ne s'y arrête pas vraiment dessus. C'est cette notion de j'inspire, j'expire, tout simplement. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que la respiration, ça pouvait favoriser la concentration, ne serait-ce que ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Exactement. Tu fais ça 2-3 fois par jour, au moins 5 minutes à chaque fois. Et ça te libère
t'enlève un peu du stress, ça te permet de mieux te concentrer, d'être beaucoup plus apaisé mentalement. Exactement, parce que quand tu respires, quand tu prends le temps de rentrer dans une cohérence cardiaque, parce qu'en fait, quand tu stresses, par exemple, tu as ton rythme cardiaque qui va s'emballer. D'accord. Le seul moyen de faire retomber le soufflet, c'est de prendre le temps de respirer. Et quand tu respires, il y a des techniques qui t'amènent à ne penser qu'à ça. Donc finalement, tu viens prendre conscience de ta respiration, tu mets là aussi une notion de temps en te disant, ok, là je prends le temps de respirer et je vais partir dans un calme intérieur qui va me permettre de me ressourcer et donc de me redonner aussi du peps pour la suite. C'est pour ça que quand j'accompagne des sportifs, je leur dis aussi que le repos fait partie intégrante de l'entraînement. Se reposer, c'est s'entraîner. Voilà, il y a un moment donné, si on veut avancer, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, respirer, se calmer. L'exercice, tu peux le faire en même temps que moi et même les auditeurs, c'est tu décroises tes jambes, tu poses tes mains sur tes genoux et là, juste, tu viens analyser une inspiration, je gonfle le ventre, et j'expire, je le creuse. Et en même temps que tu penses à ça, tu vas compter. Tout simplement, si tu n'as pas l'habitude, peut-être au début, juste prends 2 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Et renouvelle ce schéma 5-6 fois. Apprécie ce qui se passe dans ton corps. Prends le temps de ça. Et ensuite, parce que c'est un travail de préparation mentale, ça n'arrive pas à un claquement de doigts, tu vas au fur et à mesure comprendre que tu es en capacité de contrôler ton rythme cardiaque. Tu peux te mettre un tensiomètre, ça va te montrer visuellement que ton rythme cardiaque, juste en faisant ça, il va diminuer. Et après, tu as d'autres techniques qui arrivent où tu rajoutes un 3e temps, où tu viens bloquer ta respiration, un 3-5-7, 3 secondes j'inspire, 5 secondes je bloque, 7 secondes j'expire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on peut s'inspirer des meilleurs et c'est pas pour rien qu'eux, ils l'utilisent, alors que c'est des techniques qui sont quand même finalement assez simples. Moi, j'ai vu là, les Navy Seals, donc les forces spéciales américaines, ils parlent du box breathing. Donc en fait, le carré. C'est le carré en fait. Donc c'est quoi? Tu t'inspires sur 4 secondes, tu bloques sur 4 secondes, tu expires sur 4 secondes et tu rebloques 4 secondes. Et ils font ça avant les attaques ou quand ils ont besoin de retenir, enfin de baisser un peu la pression pour toute l'équipe, ils font ça. Exactement. Mais ça, bon, avant d'y arriver, c'est pareil, c'est un entraînement. Parce que c'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, on inspire, on expire, c'est tout. Quand tu commences à mettre une 3e phase dedans où tu bloques, c'est plus quelque chose de naturel. Donc même pour certains, initialement, moi j'en ai vu qui avaient presque tendance à s'étouffer parce qu'ils n'y arrivaient pas en fait. Donc c'est là où il faut prendre le temps, se poser. Bien sûr que dans ces techniques de respiration, à un moment donné, il y a une notion de lâcher prise quand même. Il faut être dans un contexte où tu te dis, ok, j'accepte de prendre le quart d'heure toulousain, moi j'appelle ça, c'est le quart d'heure de pause. Voilà, tu prends une pause avec toi-même. Ouais, mais tu fais 3 fois 5 minutes dans la journée, c'est hyper efficace. Moi, je l'ai fait cette année, là, pendant 3 mois d'affilée, je le faisais 2-3 fois par jour. Après avoir trop donné, justement, j'ai pas été jusqu'au burn-out, voilà, mais j'ai fait beaucoup trop de choses. Donc, pour me recentrer, je me suis imposé 3 fois par jour de faire de la cohérence cardiaque. Et en vrai, c'est tout con parce que, tu vois, on se l'applique pas à nous-mêmes alors qu'on le voit tous les jours à la télé. On est quand même sur une terre de rugby. Quand on voit les rugbyman du Stade Toulousain, notamment, je sais plus, c'est pas Antoine Dupont qui tire les pénalités, c'est Thomas Ramos. Mais quand ces gens-là, devant 80 000 personnes, ils doivent tirer une pénalité où il y a de la pression et que ce point-là, il peut faire gagner le match à la dernière minute, le premier truc qu'ils font quand ils vont taper, c'est on les voit respirer. Exactement. Et prendre le temps. En fait, ils ont 30 secondes, le premier truc qu'ils font, c'est ça. Donc en fait, c'est hyper parlant, je trouve, l'image. Exactement. Effectivement, l'inter d'Ovalie et Thomas Ramos, qui est quand même en plus avec une précision hors pair sur le coup de pied, mais on voit bien qu'il a une routine qui s'installe avant de taper, et notamment dans cette routine, il y a une notion de cohérence cardiaque, de diminuer en fait son rythme pour être le plus précis et surtout centré sur l'instant présent en fait. D'accord ? Et après, dans cette routine, bien sûr qu'il y a de la visualisation, c'est-à-dire que tu vas visualiser la balle qui passe
entre les poteaux. Bon, ça, on va le voir juste après. Mais du coup, si on devait projeter, parce qu'on parle là encore une fois, de sportifs ou d'élite, si on parle des forces spéciales, comment chacun on peut l'utiliser, dans quel cas on peut utiliser en fait cette respiration. On le fait quand on fait une prise de parole en public alors qu'on n'aime pas ça. Est-ce que il faut le faire avant un entretien d'embauche parce qu'on veut changer de boulot? Quand est-ce qu'on peut donner, quel conseil on peut donner à ceux qui nous écoutent là? À chaque fois que tu en reçois, que tu en ressens le besoin, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut être utilisé à n'importe quel moment. Effectivement, en entreprise, ça peut être quand tu vas prendre la parole en public. C'est de se créer une routine, c'est trouver, hein, tu vois, l'accompagnement là de mon activité, c'est de venir travailler sur cette routine parce que tu peux pas le faire du jour au lendemain non plus. C'est un travail avec, tu vois, le parallèle avec le sportif. Encore une fois, tu veux courir un marathon, tu vas préparer ton corps, d'accord? Moi, j'aide à préparer la tête. Donc, ça veut dire à l'intervention. Par contre, effectivement, tu peux te positionner, prendre quelques secondes pour respirer, créer une petite routine avec un geste aussi, tu vois, serrer le poing, toucher tes oreilles, une chose qui t'ancre dans l'instant présent. L'oreille, c'est le truc de Nadal, hein, c'est pour ça aussi que ça arrive régulièrement, mais créer une routine avant, par exemple, ta prise de parole en public, qui fait que de la même manière, tu vas chercher à te concentrer sur l'instant présent. D'ailleurs, ça se fait la respiration de manière individuelle, mais ça se fait aussi de manière collective. Tu parlais du rugby, tu vois l'équipe de France, où d'ailleurs, là aussi, il y a eu beaucoup de notions de préparation mentale. Ils font aussi une bulle collective de respiration. Tu les vois se recentrer au milieu du terrain, se tenir et faire 3 inspirations-expirations ensemble. Ça crée la cohésion là aussi et ça crée après ce qu'on appelle tout ce qui est intelligence collective. Je vais le tester sur mon équipe. Je les préviens là, d'entrée à la prochaine réunion, là, lundi. On va tous respirer ensemble. Et si on finit si on pouvait conclure sur cette technique-là, finalement, quand tu contrôles la respiration, tu contrôles tout, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Tu as déjà en tout cas un pas sur la prise de conscience de ce que tu es en capacité de faire. En tout cas, donc voilà, on a vu le passé avec les croyances limitantes, le présent, le flow avec la respiration qui peut nous être une super technique. Et si on revient, on en a parlé plein de fois, et c'était le sujet qui m'animait le plus, et c'est pour ça que je pensais au préparateur mental, c'est sur le futur, le fait de visualiser. Donc quand on veut changer de métier, quand on a un projet, se visualiser sur le fait de le faire, ça va aider. Ça, c'est peut-être la technique... ouais, c'est la technique majeure de ce que j'ai pu voir en fait sur les premiers épisodes que j'ai tournés. Souvent, c'est ça. Je pense à Marie, je mettrai l'épisode qui était assistante parlementaire, qui est devenue chanteuse. Un jour, elle rentre dans un café avec sa famille. Elle dit, vous voyez la personne qui chante là-bas, dans un an, c'est moi qui serai à sa place. Et elle l'a fait. Et j'ai pareil avec Gaëlle Guessen, qui est une championne de plongée et de parachutisme. Elle disait que systématiquement, avant que ce soit le parachutisme ou descendre à 250 mètres de profondeur, elle visualisait tout ce qu'elle allait faire. En fait, ça lui permet d'anticiper. Et apparemment, notre cerveau a cette force de transformer quelque chose qui n'existe pas en réalité. En fait, il ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu. Donc, autant l'alimenter avec des choses très positives qu'on va ancrer, en fait. Tiens, moi, souvent, je mets en avant aussi le dessin animé Vice-Versa. Okay. Avec les notions des émotions, où elle rallume des îlots en fait, dans sa tête. En fait, l'idée, c'est ça, c'est tu vas créer une île dans laquelle tu as beaucoup de plaisir à te voir évoluer notamment. Donc, tu vas visualiser, et quand j'accompagne sur la visualisation mentale, il y a zéro limite. C'est-à-dire, si tu as envie d'être un super-héros dans cette visualisation, vas-y, parce que le cerveau, lui, il va retenir juste la notion de plaisir. Qu'est-ce que je fais qui m'entraîne autant de plaisir? Et dans ce sens, tu ancres un côté très positif, tu visualises quelque chose de très positif et ça va t'aider à te porter et notamment à t'ancrer dans l'instant, encore une fois, présent. Et limite, tu t'engages envers toi-même finalement, parce que si tu te projettes, tu te vois, tu te dis, vas-y, je vais y aller maintenant. Exactement, c'est agréable de se voir réussir quelque chose. Et donc là-dedans, avec la sophrologie, donc parce que c'est ça aussi, il y a un peu d'hypnose aussi là-dedans, il y a plein de techniques dans la préparation mentale, il y a un peu aussi d'hypnose, c'est-à-dire d'ancrer quelque chose à travers une situation. Et donc, pour l'ancrage notamment, ce qu'il faut travailler, c'est nos sens, d'où le côté cognitif. Quand je crée une situation d'ancrage sur de la visualisation, si on doit donner
voilà un petit tips là aussi pour les auditeurs, c'est visuellement. Tu vois, c'est le VACOG. Le visuel. Dans ce que je visualise, où se porte mon regard, qu'est-ce que je vois là-dedans. Le VACOG, c'est le A de auditif. Qu'est-ce que j'entends dans cette situation? Est-ce qu'il y a des paroles d'un entraîneur, d'un manager, quelqu'un qui me porte, qui m'encourage? Est-ce que c'est moi avec un discours interne, ces phrases-là qui te poussent en te disant je suis capable, j'ai envie? Ça peut être aussi toute autre chose, une musique, tu vois. Les musiques, souvent, ça rappelle des situations, une musique qui te porte. Hein. Souvent, tu vois, les boxeurs, quand ils rentrent, ils ont une musique qui les motive, tu vois. Foot, rugby, ça arrive souvent aussi. Il y a une musique qui arrive. Le cas, c'est kinesthésique, c'est-à-dire les ressentis. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je me sens super fort. Je me sens justement fluide dans le geste, la fluidité, le flow. Tout arrive de manière instinctive, naturelle, je ne force pas et c'est super précis. Il y a l'olfactif et le gustatif, l'odeur de quelque chose que j'apprécie. Souvent, moi, je mets l'odeur du camphre dans le vestiaire. Tu vois, quand tu as connu ça, là, tout de suite, ça te met dans une dynamique. Le gustatif, le goût, voilà, tu as un truc qui te plaît. Le mojito, ça peut marcher. Mais dans le sens, voilà, tu vas travailler tes sens et grâce à ça, tu vas créer de l'ancrage. Et c'est un ancrage positif. Tu crées une vidéo mentale sur cette situation qui a un début, une fin. Tu te concentres dessus. Tu peux même lui donner un titre à cette vidéo mentale. Et en fait, à chaque fois, tu as besoin d'être dans une situation où tu vas chercher de la performance, mais tu allumes cette vidéo mentale en appuyant sur le mot qui reprend l'ensemble de cette situation. Et ça, c'est une vraie technique. Tu vois, il y a la sophrologie que tu associes à la visualisation mentale. Et si tu visualises réellement ce que tu as envie, ça, c'est extraordinaire. En fait, si je résume, c'est que ton esprit doit arriver à destination avant que la vie elle ne le fasse. Ouais, c'est anticiper aussi les choses. Voilà, ça reprend l'audace, le fait de croire en toi, d'oser, de faire et puis de dire voilà. Tu es déjà limite passé à l'action parce que tu l'as vu. Donc, ça t'oblige à réfléchir sur ce projet-là ou sur ce que tu aimerais vivre. Et après, voilà, comment tu y vas. Donc, on reprend ce qu'on a dit avant. C'est quel chemin je parcours pour atteindre par jalon cet objectif-là. Exactement, step by step. Tu pars avec une concentration sur toi-même. Tu mets tes priorités. De ces priorités, tu vas te mettre des objectifs. Ça va te donner une motivation. Ça gagne en confiance. Tu arrives à te concentrer, que ce soit sur le passé, sur le futur. Et donc, du coup, tu vas être bien dans l'instant présent et tu vas obtenir ce que réellement tu souhaites être. Donc, c'est quelque part, oui, tu es dans l'action et surtout, tu vas développer la meilleure version de toi-même, ce que tu as envie réellement d'être. Et alors là, on va entamer la 6e technique. On en a évoqué 5 déjà. Donc, les motivations intrinsèques, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce que c'est que la chance? Et en fait, c'est beaucoup de travail et finalement de passer à l'action. Après, on a vu le passé, le présent, le futur avec 3 techniques. Et la dernière qu'on voulait évoquer, c'était réussir à se libérer de l'obsession du résultat. Parce que ça, c'est quand même un vrai sujet pour tout le monde, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'à titre personnel. On est toujours obsédé par le résultat et ça, on se met la pression tout seul. Peu importe. En tout cas, la notion d'objectif, il y a deux formes d'objectifs. Tu as l'objectif de résultat qui, lui, va dépendre, mais aussi de ton environnement, donc qui ne dépend pas que de toi, versus l'objectif de maîtrise ou de moyens. Et c'est sur celui-là qu'il faut accorder un peu plus de temps pour comprendre le sens de ce que tu fais réellement. Le résultat, généralement, si tu fais bien les choses, le résultat, il arrivera avec. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur cette notion de maîtrise. Je fais les choses pour y arriver. Et je ne me préoccupe pas du résultat final qui arrivera. Je me préoccupe de la façon d'y arriver. Tu as Marc Aurèle, il disait fais ce que tu dois, advienne que pourra. Donc en fait, maîtrise bien le processus, engage-toi, prépare-toi le mieux possible et après le résultat, tu verras ce que c'est. Je crois que c'était le champion du marathon d'ailleurs qui disait ça. En fait, tout se joue dans la préparation et puis après on voit ce que ça donne, quoi. Exactement. On revient, tu vois, sur cette notion de préparation. Donc d'où le terme, encore une fois, que je ramène sur la préparation mentale. Tu te prépares à quelque chose que tu as envie de faire. Et si on
remets dans le monde de l'entreprise, en fait, c'est pareil. Moi, je suis pas mal Microsoft. Et le PDG de Microsoft, quand il est arrivé là, il y a 10 ans, je ne sais plus comment il s'appelle Satya Nadella. Il a essayé de changer toutes les mentalités parce qu'avant, c'était la compétition à outrance. Il fallait battre tout le monde. Il a dit, mais on n'est pas là pour battre qui que ce soit. Il dit, notre mission n'est pas de battre qui que ce soit, mais d'aider chacun à se dépasser. En fait, donc il disait à ses collaborateurs, dépassez-vous, soyez la meilleure version de vous-même si vous voulez. Et si vous y arrivez, en fait, la boîte elle peut que exploser. En fait, les résultats, ils lui ont donné raison 10 ans après, quoi. Oui, on voit qu'aujourd'hui, il y a la force du collectif. Hein, et d'ailleurs, le management est bafoué. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a un écart entre la direction et les collaborateurs parce qu'il y a un style de management qui aujourd'hui est clairement obsolète. Ouais. Le management tout axé sur le résultat, on a bien vu que là, aujourd'hui, c'était compliqué. Alors, attention, moi, j'encadre beaucoup de dirigeants, de commerciaux. Bon, à un moment donné, dans le commerce, les résultats, c'est-à-dire les chiffres, écrasent la polémique. Hein. Tu vois, si tu te dis, oui, je suis très bien, mais je n'ai pas de résultats, bon, c'est peut-être il va falloir revenir, soit c'est pas fait, soit c'est mal fait, et à ce moment-là, on interagit dessus. Mais là, encore une fois, notamment, tu vois, avec les commerciaux, l'idée, c'est de dire, OK, je veux obtenir ce résultat, ça, c'est la finalité, mais c'est de comprendre comment j'y arrive. Et là, l'accompagnement, il est là, de dire, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour y arriver? Comment je suis efficient? Le terme y revient souvent, c'est-à-dire, j'ai des moyens à ma disposition, des outils, comment je les utilise pour arriver au résultat final? Là, je suis efficient, je mesure entre les outils, les moyens, vers le résultat. Par contre, résultat objectif, c'est là où on parle d'efficacité, on est plus dans la notion de résultat. Oui, est-ce que tu peux maîtriser, c'est le chemin que tu mets, ouais, le parcours que tu vas avoir pour atteindre les résultats que tu escomptes avoir? Exactement, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était anxiogène. OK. Voilà, l'objectif de résultat, il est anxiogène parce qu'il ne dépend pas que de toi. L'objectif de maîtrise, c'est motivant parce que c'est toi avec toi-même. Tu vois, c'est exactement moi, personnellement, c'est comme ça que je travaille et les peu de fois où je suis sorti de ma logique de pensée, si je suis trop obsédé par le résultat ou si je me laisse influencer par la pression du résultat, de ce qu'on attend de moi, beh, je vais pas délivrer le meilleur de moi-même. Donc en fait, je sais que maintenant, j'ai toujours fait ça, c'est je me détache de ce que tu m'as donné comme objectif et je fais le meilleur. De toute façon, je fais le max. Donc je fais le meilleur de ce que je pense, pouvoir faire, hein. Je mets tout ce qu'il faut, toute la méthode que moi j'estime être la meilleure pour atteindre ce résultat. Et après, ben, je reviens sur Marc Aurèle, advienne que pourra. En fait, tu vois, si j'atteins pas le résultat, pourtant j'aurais tout donné, en fait, tu vois. Exactement. Le plus important, c'est encore une fois le parallèle, c'est d'avoir livré la bataille totalement, de ne pas en garder sous les crampons, comme on dit, tu vois, et d'avoir donné tout ce que tu pouvais donner pour y arriver. Si aujourd'hui, on le voit, que ce soit un joueur comme un collaborateur, s'il force tout le temps que dans le résultat, il ne sera pas libéré et il y a de grandes chances qu'il se plante. Si on arrive à ce même collaborateur, joueur, à le faire se libérer de cette notion de résultat par finalement la notion de plaisir, hein. C'est ça, la finalité, c'est que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais et tu prends du plaisir parce qu'il y a du sens. Et d'ailleurs, en fait, si on évoque cette technique, surtout pour les personnes qui écoutent, et souvent c'était par rapport à le fait de changer de métier, de trouver un métier qui a du sens, donc se reconvertir, ça peut être aussi d'avoir un projet qu'on a en tête, qu'on rêve de faire. Euh, le, le- le bonheur, il ne sera pas forcément dans l'atteinte de ce résultat, mais plutôt dans le chemin qu'on va parcourir. C'est là qu'on va finalement prendre du plaisir parce qu'on va découvrir des choses. Et après, est-ce qu'on va atteindre ou pas ce résultat qu'on s'était mis en tête? On ne sait pas. Sûrement que oui, si on a mis tous les moyens. Mais peu importe, à la limite, c'est tout ce qu'on aura construit qui va nous façonner, qui va nous rendre meilleurs, en fait. Est-ce que c'est ça le... C'est ça. La finalité, c'est de dire, à un moment donné, je reviens sur ces fondamentaux dont on a dit aujourd'hui, si j'avais su, non, il n'y a pas de si j'avais su, tu es en capacité, on vit qu'une fois, feu, vas-y. Bien sûr qu'il faut analyser les choses. Quand tu grandis, tu as d'autres contraintes, il faut nourrir des enfants, il y a des bouches à alimenter, tout ça. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Mais on voit aussi que ceux qui s'enferment dans une maîtrise totale, ils font rien. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, je vais avancer avec un cap sur un chemin où il y aura des choses que je ne maîtriserai pas. Ce que je maîtrise, c'est ma vision de la réussite, c'est-à-dire au bout du chemin, est-ce que voilà, j'ai atteint ce que vraiment je me suis donné
comme objectif de vie. Et d'ailleurs, on se fixe un objectif, dans notre tête, on se dit que ça va être une ligne droite, alors qu'en fait, en vrai, ça va être assez tortueux. Et des fois, on va passer à droite, à gauche pour peut-être même des fois s'écarter de la destination sur laquelle on voulait aller, mais bon, c'est pas grave en fait. Après, c'est là où aussi il y a un autre sujet, c'est faire attention à ce qu'on appelle la gamberge. Tu vois, parce que si tu n'as pas vraiment de cap, tu peux partir un peu dans tous les sens. Le fait d'avoir un cap, ça te permet d'avancer, même si à un moment donné, tu peux faire des petits écarts, mais tu as ton cap final. Voilà, c'est là où c'est important, parce qu'effectivement, la vie, c'est pas juste un long fleuve tranquille. Et du coup, là, on en arrive à la fin de l'épisode. On a évoqué pas mal de techniques, on a évoqué ce que c'était que la préparation mentale, toi, ce qui t'avait conduit à te former sur ça. Est-ce que tu aurais d'autres conseils en 2-3 mots? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter pour clôturer l'épisode auquel on n'aurait pas pensé? Ou un message personnel je sais pas, ou est-ce que on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Est-ce que toi, tu t'appliques à toi-même ce que tu recommandes à tes clients? Ouais, bon, alors moi, tu vois, par exemple, c'est ce que je disais, tu peux avoir des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont toujours avoir des choses à redire, qui vont peut-être même te critiquer à partir du moment où tu t'exposes, mais tu t'exposes aussi à la critique. Moi, je pense qu'une chose importante que j'ai réussi à faire, c'est un peu m'éloigner finalement du regard, surtout du regard négatif que certaines personnes peuvent avoir sur toi. Il faut que tu restes aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, donc retravailler sur déjà ça à la base, mes valeurs, qui je suis, qui j'ai envie d'être, me projeter, vraiment ce travail de dire, bon ok, oui, je suis comme tout le monde, parfois je suis pris par le stress, je suis pris par les émotions, on est humain en fait, voilà, et c'est d'ailleurs ça la difficulté dans le coaching aujourd'hui, tu sais, c'est galvaudé, il y a plusieurs personnes qui arrivent sur ce métier. Et c'est là où quelqu'un qui te dit « moi je sais tout », c'est lui qu'il faut fuir un peu. Hein. Il faut surtout aller dans un accompagnement avec une personne qui est bienveillante, qui ne te juge pas et qui te permet juste à toi de trouver des solutions qui sont en toi en fait. Voilà, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de toi, de partir sur un cap, de te dire « j'avance, quoi qu'il arrive, je vais faire de mon mieux ». J'avance, ben tiens, tu prends aussi les accords Toltec, si certains aiment lire et veulent démarrer dans le développement personnel, ça c'est facile à mettre en pratique, ces 4 accords Toltec, mais c'est surtout de se dire je vais faire de mon mieux en fait pour y arriver. Ouais, parfait, je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci Yann d'avoir donné tous ces éléments et puis de nous avoir permis de comprendre un peu mieux ce que c'était que la préparation mentale. Mais merci à toi Sylvain pour cette invitation, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais on a réussi et